Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec un nouveau journal d'une lectrice. Et là, vous vous dites, ça fait longtemps. Oui, ne vous inquiétez pas, je n'étais pas portée disparue, je ne suis pas une revenante. C'est simplement que mon planning de lecture était tributaire du planning des éditions Charleston, puisque j'ai eu la chance d'être lectrice Charleston là, 2023. J'ai rendu mon dernier avis à la mi-août, donc le 16 août, on est aujourd'hui le 8 septembre. Et j'ai donc l'impression que la page de cette aventure se tourne pour laisser place de nouveau à mes lectures personnelles. Donc pour mon plus grand bonheur, bien évidemment, il y a la nostalgie d'arrêter l'aventure Charleston, mais c'est une aventure tellement intense, tellement dense, tellement contraignante, entre guillemets, sur le plan planning de lecture, que c'est bien de la vivre une année. Voilà, donc j'ai vécu cette année de lectrice Charleston pleinement, avec beaucoup de plaisir. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, j'ai fait une vidéo bilan, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais tout ça pour vous dire que mon aventure Charleston est terminée, donc je vais pouvoir revenir de manière beaucoup plus fréquente avec des journaux d'une lectrice. Là, mon dernier doit dater de, je sais pas, peut-être juin, et encore, je ne suis même pas sûre. Peut-être mai. Là, tout ce que je vais vous montrer, c'est les lectures que j'ai faites sur l'été, donc juillet, août, en sachant que le planning Charleston a été méga, méga, méga chargé juillet-août, puisqu'on avait tous les romans étrangers à lire, donc romans historiques, avec du Martha Kelly, du Glendy Vandera, du Amy Harmon, du Susanna Bell, enfin voilà. Il y a eu beaucoup, beaucoup de lectures historiques, et puis après, il y a eu toutes les romances de Noël en plein été, donc c'était bien sympa. Donc j'ai pas non plus 30 livres à vous faire découvrir aujourd'hui, mais quand même, on a une petite pile. Alors je vais essayer d'être concise dans mes avis, ce qui est difficile pour moi, mais voilà, j'ai quand même pas mal de lectures à vous présenter. On va se dire que tout ce que j'ai lu potentiellement en mai, juin, enfin en fonction de mon dernier journal, je ne vous parlerai pas de ces lectures-là. On va vraiment reprendre sur uniquement les lectures de juillet, août, un peu septembre déjà. Et puis je vais essayer d'être un peu plus assidue dans mes journaux pour se dire que, allez, une fois par mois, je vais vous parler des lectures que j'ai pu faire sur le mois. Bref. Alors, on va commencer avec Meurtre et Cheesecake aux cerises de Joanne Flug. Donc, c'est le tome 7 des enquêtes d'Anna Svensson. C'est une lecture que j'ai faite en audio. C'est une saga que j'ai quasiment entièrement découverte en audio, à part les 2 premiers tomes, il me semble. Mais l'écoute est tellement fluide, les acteurs sont tellement bons que voilà, c'est super agréable à écouter. Le format audio me convient très très bien pour cette saga, mais je suis déçue puisque le tome 8 n'est pas encore disponible sur Audible en format audio. Donc je pense que je vais devoir lire le tome 8 puisque le tome 9 arrive bientôt pour pouvoir être à jour sur cette saga. Mais voilà, j'avais voulu mettre un petit coup de boost puisque j'avais lu les 2 premiers tomes au fur et à mesure de leur parution. Et puis je m'étais un peu laissée emporter par le rythme, j'avais acheté tous les tomes et je ne les lisais pas. Et puis à un moment donné, il y a Benoît du Cherche Midi qui m'avait proposé de m'envoyer là les derniers tomes qui étaient parus. Et j'étais pas du tout à jour, donc voilà, je me suis mis un petit coup de boost, donc je les ai passés en format audio et vraiment, vraiment ça s'écoute très très bien. Je vais pas forcément vous refaire tout le pitch de la saga puisque je vous ai déjà très souvent parlé de cette saga. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que on va suivre en fait Anna Svensson qui est à la base gérante d'un café dans lequel elle fait également énormément de pâtisseries. C'est une saga de Cozy Murder très très gourmande. Et cette Anna Svensson, eh bien, elle n'a pas de bol vraiment puisque à chaque fois elle va tomber sur des cadavres et bien évidemment sa curiosité va faire que à chaque fois elle va un petit peu mener l'enquête de son côté. Voilà le pitch global. Dans ce tome 7, la construction est vraiment sympa puisque vous allez d'abord assister à la scène de crime pour ensuite revenir dans le passé et essayer de comprendre tous les processus qui ont mené à cette scène et essayer de découvrir le meurtrier ou la meurtrière le plus rapidement possible. Alors j'ai l'impression de toujours essayer d'avoir un coup d'avance par rapport à Anna Svensson, mais bon, ça ne fonctionne pas. L'enquête était super bien ficelée. Le fait que la construction de l'intrigue soit un peu différente, ça redynamise aussi un petit peu la saga, parce que c'est vrai que voilà, là on est déjà à 7 tomes. Au niveau des personnages principaux, donc Anna, ses 2 prétendants, sa sœur, etc., il n'y a pas forcément grand-chose qui bouge. Donc c'est vrai que si on remet pas un petit peu de dynamisme dans les intrigues, au bout d'un moment, on peut très vite se lasser.
Après, on va pas se mentir, quand on suit une saga de Cozy Mystery aussi longtemps, c'est aussi parce qu'on a un attachement au personnage et c'est pas forcément pour les enquêtes qui sont le frappadingue. Mais voilà, moi je trouve que les enquêtes sont toujours très bien ficelées. L'autrice, pour l'instant, elle arrive à m'embarquer à chaque fois. Je ne me lasse pas, donc je vais poursuivre avec le tome 8 d'ici peu. J'ai également écouté, c'est toujours avec Audible, parce que je pense qu'il me restait un crédit, La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Je vais vous lire le résumé et je vous explique un petit peu ce que j'en ai pensé juste après. Lorsque la bibliothèque de quartier où elle travaille ferme ses portes, la timide Nina se retrouve sur le carreau. Austérité budgétaire, ont-ils tranché là-haut. On regroupe tout en centre-ville, avec zone multimédia et pôle d'activité. Tout l'inverse de sa vocation, en somme, qui est d'aimer les livres et de les conseiller. Alors pour la première fois en 29 années d'existence, Nina prend une décision. Tout plaquer. Acheter un gros van et muni d'un stock de vieux bouquins, conduire sa propre librairie itinérante. Direction les Highlands, où l'attendent peut-être les jours heureux. Alors, Jenny Colgan, pour moi, c'est un peu la reine du feel-good. Alors, je ne l'avais jamais... j'avais encore jamais découvert sa plume, je n'avais encore jamais lu de roman de cette autrice, mais c'est vrai que je m'étais faite une idée de Jenny Colgan comme la reine du feel-good, comme un petit peu Virginie Grimaldi peut être la reine française du roman contemporain, etc. Enfin voilà, j'avais mis la barre vraiment très haute. Et finalement, c'est une lecture qui est très 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 mitigée. Moi, je m'étais dit, ben oui, une nana bibliothécaire, on va être vraiment dans un monde de livres, en plus les vannes, enfin le van, donc on va partir dans les islands, on va voyager. Bah oui, mais en fait, ça l'a pas vraiment fait. Je vous explique rapidement pourquoi. Déjà, je me suis pas attachée du tout à Nina, et si j'ai pas d'attachement au personnage principal, eh bien je sais que la lecture va être périlleuse parce que j'ai besoin vraiment de m'attacher au personnage principal pour vraiment prendre plaisir à découvrir un petit peu sa vie, son destin, ses péripéties, etc. Donc là, le fait que je ne me sois pas attachée à Nina, eh bien ça m'a un petit peu bloquée dans ma lecture. Et puis, euh, et puis on est vraiment sur du feel good pur et dur, dans le sens où Nina, elle perd son travail, eh bien elle ne s'apitoie pas du tout sur son sort, alors que clairement, être bibliothécaire, c'est sa passion. Donc moi, si j'exerçais ma passion en tant que métier, demain je me fais virer, je suis un peu au bout de ma vie, je me demande comment je vais m'en sortir, enfin voilà. Et en fait, cette étape-là, elle est très très vite zappée pour être dans la proactivité, aller chercher son van, enfin... Et alors, une fois qu'elle a son van, ben, bien évidemment, elle met les bouquins qu'elle a eu gratuitement dedans, et puis elle est partie en tant que libraire itinérante. J'hyperbolise un petit peu, hein, c'est un peu plus d'intrigue que ça. Mais pour moi, c'était beaucoup trop facile ouais, il y avait trop de facilité en fait dans l'intrigue. Et je pense que c'est aussi ce qui ne m'a pas permis de m'attacher au personnage, c'est que finalement tout lui était un petit peu donné, quoi. Enfin, il y avait pas vraiment de grosses étapes, de grosses acquisitions à faire. Et voilà, il n'y avait pas vraiment d'obstacle à franchir. C'est l'expression que je cherchais. Et en tout cas, quand il y avait un petit obstacle, il s'effaçait assez facilement. Alors après, il y a par contre des personnages secondaires qui m'ont un peu plus touchée et pour lesquels j'aurais aimé que l'autrice s'attarde un peu plus sur le destin parce que ça aurait pu être très intéressant. L'autrice, elle aborde effectivement le fait que dans certaines bibliothèques, on amène un peu trop de technologie au détriment de l'humain. Donc il y a vraiment des axes très intéressants. Elle amène aussi l'idée que le fait de partager sa passion de la lecture amène des échanges bienveillants et peut permettre d'aider l'autre à travers l'accès à la culture, etc. Elle va aussi aborder des sujets beaucoup plus sombres comme par exemple la maladie, comme l'immigration ou autre. Donc il y a vraiment des sujets très très sympas, mais qui sont vraiment, vraiment survolés parce qu'on sent l'attrait pour l'autrice du roman feel good pur et dur. On sent vraiment que c'est dans sa veine d'écriture. Et du coup, je commence à me poser vraiment la question de est-ce que le feel good fait encore partie de mes genres de prédilection ou pas, puisque les dernières lectures que j'ai faites en feel good, eh bien, j'ai pas vraiment accroché. Alors effectivement, on va commencer cette lecture avec l'histoire de Sarah Leroy, donc qui est portée disparue à l'âge de 15 ans dans les années 90.
On ne sait vraiment pas ce qui lui est arrivé puisqu'on n'a jamais retrouvé son corps. Tout le monde est allé de son hypothèse, mais voilà, la vérité n'a pas encore éclaté. Et Marie Varé va nous offrir une double temporalité puisqu'on va également avoir une temporalité actuelle, donc de nos jours avec Fanny. Fanny, au début, on ne sait pas trop ce qu'elle vient faire là-dedans. On sait simplement en fait qu'elle est journaliste, il me semble. Elle a une belle-fille, donc elle n'a pas d'enfant. Elle a une belle-fille avec qui ça ne se passe pas bien du tout. Ça impacte un petit peu sa relation avec son conjoint. Enfin voilà, on sent que ça va pas trop en ce moment. Et puis en fait, on va lui demander d'aller à Bouville-sur-Mer et eh bien, de faire ressurgir l'affaire Sarah Leroy, d'enquêter un petit peu, en tout cas, de faire un vrai travail journalistique sur ce qui s'est passé. Et là, on sent que pour Fanny, ça c'est pas possible. Elle ne veut pas y retourner puisqu'il s'agit en fait du village de son enfance. Et donc, on va très très vite comprendre qu'en fait, Fanny connaissait Sarah. Alors, est-ce qu'elle était son amie? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais voilà, en tout cas, Sarah et Fanny se sont connues. Euh, et de là, enfin voilà, on va comprendre que les choses vont vraiment s'intriquer au fur et à mesure de l'intrigue. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sent bien que tout va être lié. Alors Marie Varey, j'ai envie de vous dire que si vous l'avez déjà lu, vous savez à quel point sa plume est exceptionnelle puisque elle sait mêler les genres. Et là, de nouveau, c'est un carton plein, zéro erreur. Enfin, c'est juste sublime. Je ne sais pas comment elle fait à chaque fois pour se renouveler. C'est un réel coup de cœur. Je ne sais pas si je préfère La vie rêvée des chaussettes orphelines ou des enchantées, mais ouais, ça a été un réel coup de cœur. J'ai vraiment pris plaisir à tourner les pages encore et encore. Alors, la double temporalité dynamise, bien sûr, mais en fait, on va très rapidement comprendre que autour de Sarah, il y a eu une histoire d'amitié. Alors, dans les premières pages, on s'attache beaucoup à Sarah puisque Sarah perd sa maman très très vite. Et puis, elle va rencontrer au cimetière une petite fille qui adore rester au cimetière, passer ses journées au cimetière. Elle trouve que c'est un endroit qui est beau, qui est plein de poésie, etc. Vous allez me dire un peu bizarre pour une petite fille, mais c'est comme ça. Et de Sarah et de cette petite fille va naître une amitié, je dirais, qui est indescriptible. C'est une amitié sans pareil où vraiment l'une et l'autre sont complètement fusionnelles et c'est de ces amitiés où on sait que s'il arrive quelque chose à l'une, l'autre sera là, quelles que soient les conditions, quels que soient enfin voilà, les sacrifices à faire. Et tout va partir un petit peu de cette amitié-là. Et donc, du coup, dans la double temporalité, quand on va aller rejoindre l'histoire de Sarah, eh bien, on va avoir accès à cette amitié à travers euh, presque un carnet de bord, en fait, temporel. Et la construction de l'intrigue est super intéressante. Vraiment, tout est dynamique. Et ce qui est à la base un roman contemporain avec une histoire d'amitié indéfectible, eh bien, ça va au fur et à mesure devenir un thriller puisque à travers l'enquête journalistique de Fanny, on va finalement presque réouvrir une enquête. Fanny, elle va vraiment essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé pour Sarah, mais pas en alertant les policiers, etc. C'est en faisant jouer les contacts personnels qu'elle avait quand elle était enfant. Donc elle va retoquer, etc., à certaines portes qui sont restées longtemps fermées. Et là, il y a un panel de secrets qui vont être dévoilés et donc, du coup, c'est à la fois un roman contemporain, à la fois, donc dans ce roman contemporain, on a bien sûr une réelle histoire d'amitié avec un S qui est juste sublime. On va avoir tout un pan de recherche, d'enquête, donc un peu thriller. Les indices vont commencer à s'amonceler, etc. On va commencer à voir se dessiner un petit peu la résolution de tout ça. Et puis il y a quelque chose de tellement humain dans la plume de Marie Varé, je trouve, qui est inégalable. Pourtant, il y a des autrices enfin voilà, il y a des autrices françaises que j'adore, mais Marie Varé, je sais pas, elle sait mêler les genres, et puis elle nous mène d'un genre à un autre sans même qu'on s'en rende compte. Il y a pas, tout est progressif. Hein. Voilà, c'est un réel coup de cœur et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'il y a énormément de références aux années 90, donc c'est le temps des vieux tubes. Donc effectivement, il y a du Mylène Farmer, hein, des Enchantés, c'est pas pour rien. C'est le temps où on avait des cassettes audio et il fallait avec le bic remonter la cassette quand ça n'allait plus.
C'est le temps où on fait des petites soirées entre copines, des petites soirées pyjama, etc. Et il y a tout cette ambiance-là aussi qui va rythmer la partie de Sarah. Et ce que vous allez découvrir est juste époustouflant, vraiment époustouflant. Moi, j'ai adoré du début à la fin. Il n'y a pas une page de trop, il n'y a pas un mot mal placé. C'est aussi ça qui est juste génial chez Marie Varey, c'est que tout est à sa place. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un coup de cœur. J'ai ensuite lu Le crime du SS Orient de C.A. Larmer en lecture commune avec Lauriane Cocon littéraire. J'ai également fait une lecture commune avec elle pour Mon Petit. Alors, Lauriane et moi, on a toujours les mêmes avis, donc c'est assez drôle. On peut écrire nos chroniques chacune de notre côté et puis se les envoyer instantanément, enfin voilà, mutuellement. On peut parfois utiliser les mêmes mots, enfin voilà, c'est assez drôle. Donc, mon petit, eh bien, Lauriane partageait mon avis, et pour celui-ci, eh bien, c'est le cas aussi. Je vous lis le résumé. Donc, non, je ne vais pas vous lire le résumé en fait. C'est un tome 2. Le premier tome, c'était Ils étaient 7. C'est une saga de Cozy Mystery qui référence quand même un petit peu, enfin un peu beaucoup, Agatha Christie, vous l'aurez compris, puisque Ils étaient 7, ça fait référence à Ils étaient 10, le crime du SS Orient, c'est un petit peu Mort sur le Nil, et puis c'est le crime de l'Orient Express. Voilà, je vais y arriver, le temps que ça se connecte en haut. Donc, si vous êtes amateur, amatrice d'Agatha Christie, je pense que c'est une saga qui peut vraiment vous plaire. Alors, ça peut faire peur quand on dit, ben oui, l'autrice est fan d'Agatha Christie et du coup elle met des petites bribes de romans classiques de l'autrice. Ça peut faire peur parce que ça peut être très mal fait, mais là bien au contraire c'est très très bien fait. Donc dans ce tome on va retrouver en fait les membres du club des amateurs de romans policiers. C'est un club qui s'est créé lors du premier tome, donc je peux pas forcément vous donner l'identité des personnes qui le constituent puisque sinon je vais vous spoiler une partie du premier tome. Alors, avant de partir dans toutes mes explications, ce que je peux vous dire, ce que je peux vraiment vivement vous conseiller, c'est de lire les tomes dans l'ordre. Pourquoi? Puisque dans le premier tome, l'autrice, elle prend vraiment, vraiment, vraiment le temps de constituer son club d'amateurs de romans policiers et donc de décrire la personnalité de chacun. Personnalité qui est assez loufoque, enfin voilà, c'est des personnages qui sont vraiment hauts en couleur, qui se distinguent bien les uns des autres. Mais dans ce tome-là, elle ne fait pas vraiment de rappel. Elle ne prend pas le temps de replanter les personnages, de replanter le décor. Et donc, si vous n'avez pas lu le tome 1, vous allez être complètement perdu. Si vous avez lu le tome 1 il y a très longtemps, pareil, faites-vous un petit mémo, c'est bien sympa, parce qu'au début, vous êtes un petit peu perdu de se dire, ok, en fait, donc cette personne-là, c'était qui? C'était la bibliothécaire, ou est-ce que c'était la vendeuse vintage? Enfin voilà. Ça revient très très vite, hein. Clairement, sur quelques pages, j'ai su me remettre les personnages en tête, mais voilà, lisez vraiment, vraiment les tomes dans l'ordre. Donc dans ce tome, nos amateurs de romans policiers vont embarquer sur un bateau vraiment très luxueux en tant que passager un petit peu VIP, puisque l'un des membres va servir de médecin en fait pour la croisière. Et bien va s'enchaîner meurtre et disparition, et vous vous doutez bien que nos amateurs de romans policiers vont vouloir rempiler pour mener l'enquête. Alors dans ce tome-là, on n'a pas forcément, c'est pas équilibré en termes de présence de chaque membre. On est plutôt sur la présence d'Alicia. Donc Alicia, dans le premier tome, c'est celle avec qui le roman démarre, qui va vraiment créer le club. Donc je ne vous spoile pas en vous parlant d'elle. On va vraiment surtout mettre en lumière Alicia et ses compétences d'enquêtrice, beaucoup moins les autres amateurs de romans policiers. Et du coup, c'est un petit peu ce qui m'a chagriné, c'est de ne pas revoir l'ensemble des membres de manière égale. Mais vraiment, ça a été une très très belle lecture. J'ai adoré ce sentiment d'être dans un huis clos, mais en pleine mer et à ciel ouvert, puisqu'on est vraiment sur un bateau. Donc on sait que le meurtrier est à bord, mais on ne sait pas de qui il s'agit, et on suspecte un peu de tout le monde. Donc il y a beaucoup beaucoup de personnages secondaires. Mais moi je me suis pas du tout sentie perdue, et c'est là aussi où ça ressemble un petit peu au Agatha Christie, hein. C'est que l'une des caractéristiques de la Reine du crime, c'est également de nous offrir énormément de personnages secondaires pour qu'on puisse suspecter chacun d'entre eux au fur et à mesure de notre lecture. Et là, C.A. Larmer reprend vraiment ce processus-là. Alors il y a un peu moins de références à Agatha Christie que dans le premier tome.
Par contre, il faut que vous sachiez que après la résolution de l'enquête, il y a quelques pages, enfin un petit passage qui spoil en fait le crime de l'Orient Express. Donc si vous n'avez pas lu ce roman et que vous voulez le lire, eh bien lisez-le avant de lire le deuxième tome de la saga. Mais c'était super rythmé, les événements s'enchaînent, quand c'est pas une disparition, c'est un meurtre. Les révélations, pareil, s'enchaînent aussi, les indices sont disséminés un petit peu partout. Et vraiment, l'autrice nous met le doute sur tous les personnages au fur et à mesure. On se sent un petit peu pas perdu. Enfin, quand je vous dis perdu, c'est dans le bon sens en fait. On se sent vraiment mené en bateau. Normal, on est sur cette croisière, merci Manon. On se sent vraiment mené en bateau, mais vraiment pour notre plus grand plaisir. Moi, j'ai adoré. Je pense qu'on peut parler d'un petit coup de cœur en Cozy Mystery. En tout cas, ça confirme vraiment l'intérêt que j'ai pour la saga, qui se place quand même, je crois, en deuxième ou troisième position de mon top 3 de Cozy Murder. Donc c'est pas rien en sachant le nombre de sagas de Cozy Murder que j'ai en cours. Ensuite, j'ai écouté avec Storytel, cette fois-ci, Les Mystères de Fleet House de Lucinda Riley. Alors, je ne sais pas si vous connaissez énormément de plateformes de livres audio. Moi, à la base, je connaissais Audible et Nextory. C'est dans le cadre de mon aventure Charleston que Storytel il a contacté, en fait, l'organisme a contacté toutes les lectrices, je pense, Charleston, pour avoir le droit à 3 mois gratuits, donc du coup avoir accès aux livres audio qu'ils proposent, dont les livres audio de Lucinda Riley. Et je ne connaissais pas du tout cette plateforme, donc bien évidemment que j'ai tenté. Et ce qui est sympa, c'est qu'on est à 15 heures d'écoute gratuite par mois. Donc si vous prenez un abonnement, c'est 15 heures d'écoute par mois. Et donc voilà, j'ai écouté les mystères de Fleet House sur cette plateforme-là. Et du coup, j'en profite aussi pour vous dire que Nextory est aussi sur le même fonctionnement. C'est pas un livre audio par mois pour votre abonnement, parce que Audible, c'est un peu pénible quand même. Vous avez un livre par mois, et en fait, si vous prenez un petit livre qui dure 7 ou 8 heures d'écoute, en fait, vous l'avez très très vite fini. Après, ça dépend votre rythme de lecture audio, mais moi, je sais que j'utilise mon application de livre audio sur mes trajets, donc j'en ai quand même moins qu'avant, mais j'ai quand même à peu près je dirais 50 minutes de route par jour. Avant, j'étais à plus de 2 heures, donc ça change beaucoup. Mais je suis quand même à quasiment 50 minutes de route par jour. Et j'accompagne toujours mes trajets par un livre audio. Pareil, quand je fais mes tâches ménagères, j'ai toujours mon livre audio dans les oreilles. Quand je prépare quand je prépare le repas, si mon conjoint est avec ma fille, alors bien évidemment, si ma fille est avec moi, je vais pas lui dire écoute, je mets mes écouteurs, fais ta vie. Non, pas du tout, mais c'est vrai que si je prépare à manger seule, si je fais le ménage seule, si je dois préparer des choses, par exemple pour les valises pour partir en vacances ou autre, j'aime bien accompagner ces moments-là de livre audio parce que ça me donne l'impression aussi que je suis efficace dans ce que je fais. Donc du coup, il y a aussi Nextory en plateforme audio. Je ne sais pas si vous connaissez. Nextory, c'est aussi une plateforme qui vous propose, il me semble, des livres numériques. C'est pas que une plateforme de livres audio. Et c'est vraiment sympa puisque de nouveau, c'est sur un abonnement de 15 heures par mois. Et donc du coup, par exemple, là, je suis en train d'écouter Il nous restera ça de Virginie Grimaldi, que j'ai ici. C'est cool parce que je crois que c'est 7 ou 8 heures d'écoute, donc ça veut dire que potentiellement je peux écouter 2 livres sur le mois et pas un seul livre comme dans Audible. Bref, tout ça pour vous dire que les livres audio, c'est bien sympa. Je sais pas si, si vous voulez une petite astuce là pour pouvoir écouter des livres audio, soit pour vous lancer parce que vous n'en avez jamais écouté, soit parce que au contraire vous adorez ça, mais que vous êtes sur Audible, il y a qu'un livre par mois et après ça fait quand même un petit budget. N'hésitez pas à aller sur le compte de Lauriane, Cocon Littéraire. Il me semble qu'elle a un code pour vous proposer, enfin pour nous, mais moi j'ai déjà un compte Nextory. Je vais peut-être en créer un avec mon conjoint, mais secret défense. Donc je reprends mes esprits. Je vous disais, Lauriane, Cocon Littéraire, a un code, il me semble, qui nous permet en fait d'avoir accès à 45 jours gratuits sur Nextory.
Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que pendant un mois, vous avez 15 heures. Donc je suppose que sur les 15 jours suivants, vous devez avoir la moitié, donc peut-être 7 heures. Et puis ça vous permet de vous familiariser un petit peu et de voir si ça peut vous plaire ou pas. Je vous remettrai le compte de Lauriane en barre d'infos et si j'arrive à choper son code, je vous le mettrai également en barre d'infos. Est-ce qu'elle me paye pour parler de ça? Non, pas du tout. Voilà, Lauriane, si tu passes par là, hein, n'hésite pas, hein. Bref, j'arrête, c'est juste parce que je voulais vous parler de livres audio et c'est vrai que j'en parle très très peu avec vous parce que de base, j'en écoute très peu. J'étais seulement sur la saga des enquêtes d'Anna Svensson. Mais là, comme j'ai eu les 3 mois de partenariat avec Storytel et en plus j'ai eu un code par Emeline, donc la personne qui nous suit en tant que lectrice Charleston pour écouter La cuisinière de Castamar sur Audible, je me suis dit tiens, je vous ai jamais parlé du fait que j'écoutais des livres audio, donc voilà, c'était l'occasion. Donc j'ai écouté Les mystères de Fleet House de Lucinda Riley, c'est un livre que je voulais vraiment, vraiment, vraiment lire, mais j'arrivais pas à le caser dans mon planning et je me suis dit allez, bim bam boum, je le mets en livre audio sur la route des vacances, ça fera le taf. Et effectivement, j'ai adoré. Alors normalement, j'étais censée le lire dans le cadre de mon challenge Murder Party Challenge que j'avais créé avec Laura Les mots des autres. On avait organisé une lecture commune et en fait, j'étais tellement sous l'eau avec les lectures que je devais faire pour Charleston que j'ai pas réussi à m'y tenir. Donc j'ai pas pu lire ce livre. Donc là, voilà, je l'avais pris en audio. Je vous lis le résumé et je vous en parle après. Au sein du prestigieux internat privé de Saint-Stephen, au cœur de l'idyllique campagne du Norfolk, se trouve l'austère dortoir de Fleet House, vieille bâtisse victorienne en cruel manque d'entretien. Lorsqu'un élève y est retrouvé mort dans sa chambre, le directeur s'empresse de conclure à un tragique accident. Mais l'enquêtrice londonienne Jazz Hunter, sollicitée pour l'enquête, n'est pas de cet avis. En tentant de pénétrer le microcosme fermé que constitue le pensionnat, elle se rend vite compte que la victime, Charlie Cavendish, était un homme arrogant qui avait beaucoup d'ennemis. Alors que les mystères et les mensonges se multiplient à Fleet House, Jazz se retrouve plongé dans un monde fait de jeux de pouvoir, de dépendance émotionnelle et d'affaires inachevées. Bientôt, ce sont des secrets vieux de plus de 30 ans qui refont surface, bien plus sombres que ce qu'elle aurait pu imaginer. Alors, Lucinda Riley, elle est avant tout connue pour sa saga Les Sept Sœurs, qui est une saga familiale, on va dire, qui vous permet de voyager, enfin voilà. Et là, on arrive sur ce qu'on peut classer de thriller. Et là, on se dit, ah ouais, la nana, elle a quand même fait un bond dans le genre. Est-ce qu'elle va parvenir à nous embarquer autant qu'avec sa saga Les Sept Sœurs? Eh bien, la réponse est oui, complètement. L'autrice, elle a un vrai don pour écrire, je pense, ce qu'elle veut. Enfin, avait un vrai don pour écrire ce qu'elle voulait, je pense. Donc là, effectivement, on va être dans un internat très, très, très prestigieux, donc l'internat Saint-Stephen, qui est un internat de garçons. Et on va retrouver Charlie Cavendish qui va être mort. Alors, on sait que c'était un garçon qui était victime de crise d'épilepsie et donc du coup, il avait un antiépileptique, sauf que le jour-là, on a l'impression que c'est pas des antiépileptiques qu'il a pris, mais j'allais dire des analgésiques, des Doliprane, je sais plus comment on appelle ça. Et en fait, il y est allergique et donc on se demande en fait qui a placé ces traitements. Est-ce qu'en fait c'est lui qui s'est trompé? Enfin voilà. Et donc on va très très vite conclure un accident. Donc Jazz Hunter va être sollicitée pour mener l'enquête en sachant que Jazz Hunter, elle venait de quitter les rangs de la police puisqu'elle a été trahie par une personne qui lui est proche, qui n'est autre que son mari, qui est également inspecteur. Il a trahi sur plusieurs plans et donc elle avait vraiment voulu partir, elle avait tout abandonné, elle avait donné sa démission, mais son supérieur est venu la repêcher pour se mettre sur l'enquête, donc elle accepte. Alors dès les premières pages, on sent que ça va vraiment être un roman d'ambiance, l'internat luxueux, là tout est super bien décrit. Moi j'ai vraiment pu m'imaginer à quoi pouvait ressembler cet internat avec les longs couloirs, les petites caves un peu mystérieuses qui doivent renfermer pas mal de secrets, la petite infirmerie, les recoins où on peut un petit peu martyriser les plus faibles, où il y a vraiment du harcèlement scolaire, etc. Donc c'est à la base vraiment un roman d'ambiance et en même temps, quand on va parler de Jazz Hunter, sur les passages où on parle de Jazz Hunter, eh bien elle va créer de l'attachement à son inspectrice,
puisqu'elle va vraiment nous parler de ce qui l'a fragilisé là dernièrement, mais elle va aussi nous parler plus globalement de sa sphère personnelle, de sa cellule familiale. Son père est malade, enfin voilà, il a vraiment des gros soucis de santé, sa mère est quelqu'un de très anxieux. On va pas en fait s'arrêter juste à Jazz Hunter, on va un petit peu s'informer de ses proches. Et c'est là où on sent que ça aurait pu clairement être le premier tome d'une saga et la fin de ce roman-là nous mène aussi sur l'idée que ça aurait pu être une saga. Je ne vais pas vous donner le dénouement, mais et malheureusement, bon bah voilà, on va s'arrêter au premier tome, à savoir quand même que ce roman a été écrit avant la saga des Sept Sœurs et que Lucinda Riley avait pour objectif de poursuivre, enfin de continuer en fait, de faire vivre Jazz Hunter après l'écriture des Sept Sœurs. Donc, je vous ai parlé de l'ambiance du roman, je vous ai parlé de l'inspectrice qui est super, super, super attachante. Maintenant, parlons de l'enquête, puisque on sait très bien que Lucinda Riley, elle peut rendre ses personnages attachants, on sait très bien qu'elle peut nous planter un décor de dingue, elle l'a prouvé avec les Sept Sœurs. Mais est-ce qu'elle sait nous mener en bateau sur une enquête? Eh bien la réponse est oui. Au niveau de l'enquête, je n'ai rien eu à redire. J'ai pris énormément de plaisir à suivre l'enquête de l'inspectrice Jazz Hunter. Encore une fois, on va se faire mener en bateau du début à la fin et j'ai clairement adoré. Enfin ouais, j'ai été bernée tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois, je me disais, mais c'est sûr, c'est lui, mais c'est sûr, c'est elle. Bon, et en fait, pas du tout. Ce qu'on comprend au fur et à mesure de l'histoire, c'est que il y a des secrets qui ont longtemps, très très longtemps été gardés, donc plus de 30 ans, qui vont ressurgir et qui vont nous permettre de comprendre un petit peu la situation actuelle, puisque oui, il va y avoir le meurtre de Charlie Cavendish, mais ce n'est pas tout. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà, c'est riche en rebondissements, c'est riche en révélations, c'est riche en émotions aussi, énormément. Il y a beaucoup de personnages dans ce roman, mais ça ne pose pas de souci puisque tout est bien. Enfin voilà, tout arrive au moment où ça doit arriver. Les nouveaux personnages arrivent au fur et à mesure. On n'est pas complètement immergé au départ. Moi, j'ai adoré et vraiment coup de cœur, mais avec comment dire, un petit plus pour vraiment l'inspectrice Jazz Hunter. Et je suis vraiment déçue du coup de savoir que je ne la retrouverai pas dans un autre tome parce que clairement, elle avait une belle carrière dans comment dire, dans les enquêtes que Lucinda Riley aurait pu nous proposer. Ensuite, j'ai lu L'île du diable de Nicolas Beuglet, donc qui est le dernier tome de la trilogie Le Cri Complot. Et donc là, L'île du diable, je vais très 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 rapidement vous en parler puisque ça clôture une trilogie, donc je peux pas vous dire grand chose non plus. En fait, on va toujours suivre, comme dans le premier et dans le deuxième tome, Sarah Kerrigan, qui est une inspectrice norvégienne, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc on la suit en fait dans les deux premiers tomes et dans ce tome-là, pour clôturer, donc à la fin du deuxième tome, elle est dans une situation mais qui semble genre elle va jamais pouvoir s'en sortir. C'est impossible. On sent qu'elle est au bout du roule. Elle est dans une, enfin ouais, je peux pas vous le dire, mais elle est dans une situation vraiment dans laquelle j'aimerais pas me trouver, mais qui semble vraiment sans issue, et on la retrouve, donc j'avais hâte de la retrouver dans le tome 3. Et dans ce tome 3, on va avoir affaire à une enquête beaucoup plus personnelle, puisque ça va concerner un membre de sa famille. Je ne peux pas vous dire qui, encore une fois, après si vous lisez le résumé, vous le saurez, mais l'enquête va porter sur un membre de sa famille. Et de nouveau, Nicolas Beuglet arrive à partir d'une enquête personnelle intime pour mettre en avant des faits sociétaux ou des faits historiques. Et c'est là, encore une fois, où je salue le génie de l'auteur, puisque dans Le Cri et Complot, effectivement, on part d'une histoire d'un personnage. Donc dans le premier, c'est un détenu d'un asile psychiatrique. Dans le deuxième, c'est la première ministre. Voilà, pour dézoomer au fur et à mesure et pour mettre en lumière des faits méconnus de la société, ou en tout cas des fausses croyances qui sont véhiculées par la société. Et dans celui-ci, on commence avec, voilà, avec
avec une enquête très 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 personnelle puisque ça concerne un proche de Sarah Kerrigan. Donc là, je me suis dit, tiens, Nicolas Beuglet, il nous emmène du coup ici dans la sphère très privée de son inspectrice phare, et on va rester du coup dans la sphère privée. Mais non, à partir du deuxième tiers, bah là, ça repart. Ça repart sur quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus à échelle beaucoup plus grande que l'échelle humaine. Et, euh, et on va reparler de faits scientifiques pour mettre en lumière du coup quelque chose de beaucoup plus grandiose que la simple destinée d'une seule personne. Et je m'y attendais pas alors que c'est exactement le même schéma dans Le Cri et Complot. Donc même si c'est le même schéma, je trouve que l'auteur se renouvelle. Je pense sincèrement qu'il faut lire les 3 tomes de manière très espacée, puisque comme on est sur le même schéma, on peut très vite s'enlacer. Là, ce que je vais faire, puisqu'il a créé une autre saga entre-temps, c'est me renseigner, savoir si c'est aussi le même type de schéma ou pas, parce que si c'est le même type de schéma, je ne vais pas enchaîner tout de suite, je vais laisser une bonne année avant de recommencer une saga de l'auteur, mais c'est vraiment un auteur à retenir si vous aimez les thrillers, si vous aimez être attaché aux inspecteurs et aux inspectrices, si vous aimez les ambiances un petit peu nordiques mais avec un rythme très dynamique, très français. Voilà, moi j'ai adoré. Je pense que je peux parler d'un coup de cœur qui clôture une trilogie qui m'a vraiment embarquée. Ensuite, j'ai lu, c'est bientôt fini, promis. J'ai lu La lumière était si parfaite de Karen Ponte. Je vous lis les résumés. Comment sa vie a-t-elle pu lui échapper à ce point? Devenue mère au foyer à la naissance de ses enfants, Meg fait face aujourd'hui à une ado en crise qu'elle ne reconnaît plus. Son mari ne se préoccupe guère des tâches quotidiennes, et puis le coup de grâce, cette saleté d'infarctus qui fauche sa mère avant l'heure. Tandis qu'elle se résout à vider la maison de son enfance, Meg déniche une pellicule photo qui l'intrigue, et décide de la faire développer. Rien ne pouvait la préparer à la série de clichés qu'elle découvre alors. Une révélation qui bouleversera sa vie. Partie sur les traces d'un passé maternel dont elle ignore tout, Meg ne se doute pas que c'est son avenir qu'elle est en train de reprendre en main. Alors, ce livre-là, je me le suis offert au Salon du Livre de Bondu en mars 2023. J'ai eu la petite dédicace de l'autrice. Je n'avais lu que Tu as promis que tu vivrais pour moi, qui avait été une lecture en demi-teinte. Ça, ce livre-là, c'est Lauriane qui me l'avait conseillé. Elle m'avait dit vraiment fonce. Tu vas voir, tu vas adorer. Et donc, du coup, je l'ai démarré avec beaucoup d'espoir. Et ça a été une lecture un peu plus mitigée que ce que je pensais. Alors, c'est une bonne lecture de manière générale, mais c'est vraiment pas un coup de cœur. Je m'explique. Effectivement, on va suivre Meg qui est un petit peu en détresse psychologique. Elle vient de perdre sa maman avec qui elle avait un lien très très fort. Sa fille qui est ado, elle lui parle vraiment comme un chien, et son mari, clairement, il la prend un peu pour la boniche qui reste à la maison et qui, du coup, puisqu'elle est à la maison, elle peut aller chercher ses chemises au pressing, elle peut répondre à toutes ses demandes. Et donc elle va débarrasser un petit peu chez sa mère, et elle tombe sur un carton où elle tombe en fait sur une pellicule d'un appareil jetable qui n'est pas développé, et donc elle décide de faire développer cette pellicule, et va tomber sur quelques clichés où elle va être surprise de la personne qui accompagne sa mère. Voilà. Et toute cette partie, je l'ai trouvée un petit peu longue, mais une fois qu'elle prend une décision par rapport aux clichés qu'elle observe, là, on est parti. C'est un roman qui va vous faire voyager, puisque Meg va vouloir se rendre sur les lieux où ont été pris les clichés qu'elle a fait développer, et elle va y aller en voiture et accompagnée. Je ne vous dirai pas où elle va, je ne vous dirai pas de qui elle est accompagnée, mais ce voyage va lui être bénéfique, il sera révélateur pour les liens qui l'unissent à sa famille, mais également pour se retrouver elle-même, puisqu'elle se sent complètement perdue, elle ne sait plus qui elle est simplement la mère au foyer de ses enfants, la boniche de son mari, elle n'arrive plus à savoir qui elle ne sait plus se définir, et à travers ce voyage, elle va réussir à se retrouver, à savoir ce qui va de nouveau l'animer, et du coup c'est un roman
qui est, je pense, une réelle quête de soi, une réelle quête d'identité, et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Mais c'est vrai qu'il faut attendre tout ce démarrage-là où elle tombe sur les clichés, elle les fait développer et elle prend une décision. Euh, une fois que la décision est prise, perso, j'ai adoré, donc c'est pour ça que c'est pas une mauvaise lecture, c'est une très bonne lecture, mais ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé, c'est très fluide. C'est un roman contemporain que je peux conseiller en fonction de ce que vous souhaitez et de comment dire, du moment dans lequel vous êtes. J'ai également lu Inoubliable de Fabien Toulmé qui va paraître aux éditions Dupuis, édition d'ailleurs que je remercie pour l'envoi. Alors, ce roman graphique, c'est quoi? C'est un recueil de témoignages. En fait, Fabien Toulmé a décidé d'aller interviewer des particuliers qui avaient quelque chose à transmettre. Alors, ce quelque chose à transmettre, eh bien, c'est un événement vécu qui a bouleversé leur vie. Ça peut être un événement qui vous semblera très personnel, mais ça peut être également un événement qui va révéler des vérités beaucoup plus sociétales. Alors, il y a six histoires personnelles dedans et c'est sur 125 pages. Alors moi, je me suis dit en tant que psychologue, bien évidemment, que le recueil de témoignages, ça me parle complètement. Bon, je suis neuropsychologue, hein, donc ma mission principale, c'est pas forcément d'être dans le soutien psychologique, mais j'en fais quand même, ça fait partie de mes missions. Et donc bien évidemment qu'être à l'écoute de l'autre, recueillir ses peines dans un environnement sécure, contenant, eh bien ça fait partie de mon quotidien. Donc je me suis dit, ben, bien sûr que ce roman graphique va me parler. J'ai d'abord été vraiment déstabilisée par le format, je pense. Je lis très très peu de romans graphiques. Je commence à m'y mettre là avec les éditions Le Duc. Euh, donc il y a un visuel qui est imposé et ce visuel-là, je vais vous le montrer, il est très simple et il est presque même dénué parfois d'émotion. Je vais vous montrer. Voilà. Donc il n'y a pas d'effusion de couleurs. En fait, chaque histoire a une colorimétrie un peu différente. Euh, Par exemple, quand la personne va vous raconter son événement, donc c'est souvent un événement traumatique, pas tout le temps, mais ça l'est souvent, eh bien, il ne va pas y avoir une effusion de couleurs, il ne va pas y avoir une effusion de traits. Vous allez avoir un personnage qui va être très centré en portrait avec une larme qui coule, par exemple. Donc ça m'a un petit peu déstabilisée au début, parce que je me suis dit, mais ça ne rend pas du tout compte de la profondeur de l'émotion qui est ressentie. Et puis il y a une deuxième chose qui m'a un petit peu chamboulée au départ, c'est que on a quand même 6 destins sur 126 pages de romans graphiques, c'est très peu pour moi. Mais parce que j'ai l'habitude d'avoir des entretiens de 2 ou 3 heures avec mes patients, donc j'ai dû me faire à l'idée que oui, un destin, ça serait sur une quinzaine de pages. Et donc, je me suis prêtée au jeu de me dire, en fait, il ne faut pas enchaîner la lecture, il ne faut pas le lire à un rythme similaire à la lecture d'un roman. Donc, j'ai vraiment baissé les rythmes, j'ai pris le temps, en fait, d'imaginer réellement la situation, d'imaginer l'événement vécu, d'imaginer les émotions ressenties, d'imaginer également les conséquences de cet événement et les ressources dont a dû faire preuve la personne concernée pour faire preuve de résilience. Et là, ça a commencé à opérer au niveau. Enfin voilà, la magie a opéré et du coup, j'ai davantage apprécié ma lecture. Alors, il y a des. Pardon. Il y a des destins qui sont. Enfin, il y a des événements qui sont très, très, très personnels et qui resteront personnels. Pardon, je perds ma voix. Donc il y a des événements qui seront très personnels et qui resteront très très personnels, qui ne résonneront pas du tout en vous. Et il y a des événements personnels qui vont davantage mettre en avant des faits historiques. Par exemple, on va parler du génocide rwandais. Donc ça va rappeler quand même des faits historiques, ça va rappeler des moments historiques. Et il y a d'autres événements personnels qui vont vous renvoyer, vous, à votre histoire potentiellement. Et c'est peut-être aussi ces histoires-là qui vont résonner davantage. Mais moi, je trouve que ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite aussi de montrer que chaque personne a quelque chose à raconter, que chaque destin est important et que ça montre aussi, je pense, que ce qui est important pour l'un n'est pas forcément important pour l'autre, ce qui a de sens pour l'un n'en a pas pour l'autre.
Ça peut aussi, montrer qu'on est davantage vulnérable à certains moments de sa vie et qu'on fait des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs vus de l'extérieur, mais qui sont les seuls qui restent, vus de l'intérieur. Voilà, il y a pas mal de messages qui sont délivrés et voilà, une fois que j'ai fait abstraction du dessin et que je me suis vraiment laissé place à mon imaginaire, c'était parti. Donc une bonne lecture de manière générale. Voilà pour tout ce que j'ai lu. Je vais pas forcément vous parler de ma lecture en cours. Donc ma lecture en cours, c'est Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. Je suis également en train de finir Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Alors je l'avais commencé en mai, mais en fait je lis quelques pages de temps en temps. En fait c'est tellement poétique et l'histoire je l'ai bien en tête, donc c'est une lecture young adulte on va dire. Mais l'histoire, je l'ai tellement bien en tête que ça ne me dérange pas de le feuilleter de temps en temps. Je le lis avec parcimonie parce que j'ai vraiment envie de m'en délecter. C'est une histoire que j'ai pas envie de lâcher. Donc voilà, je suis en train de lire ces deux livres-là et je suis en train également de lire en roman graphique Et l'une et l'autre, je crois, de Sam Boy qui raconte la vie de Sam, une jeune fille qui va devenir grande, qui va même devenir adulte, mais en tout cas, au départ, on a affaire à une jeune fille qui découvre son corps et surtout eh bien, la présence de son utérus et de tout ce que ça implique dans dans la vie d'une jeune fille et d'une femme. On va aussi avoir des rappels sur l'histoire, par exemple, des menstruations. Donc, dans tel ou tel pays, c'est vécu comme quelque chose d'impur et donc la femme doit s'excentrer de la famille. On va aussi avoir un rappel sur la contraception, sur le sida, sur l'avortement. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de rappels qui sont faits, qui sont super intéressants. Enfin, moi, en tout cas, c'est une lecture que j'apprécie beaucoup. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je devais vous dire. Je participe également, ça c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, je participe à un challenge en ce moment, mais je vous en parlerai davantage dans ma prochaine vidéo. Le challenge c'est Varions nos lectures qui est organisé par Laurence, donc mamie de Léon, et par sa fille Mathilde, c'est la petite bookstagrammeuse je pense. L'objectif, eh bien, c'est dans le titre, c'est de varier ses lectures. Et donc, il y a, je crois que c'est 8 catégories, jusqu'au 20 décembre, il me semble. Et dans ce cadre-là, j'ai déjà lu L'île du diable de Nicolas Beuglé. Et je ne sais plus ce que j'ai lu d'autre, mais je sais que j'ai lu... Là, j'ai lu Inoubliable, puisqu'il fallait lire un roman graphique. Et la lecture qui me faisait envie, c'était Il nous restera ça. Et la lecture automnale, je pense que je placerai Mémoire de la forêt. Mais je vous reparlerai mieux de ce challenge dans la prochaine vidéo. Je prendrai également le temps de vous présenter le challenge d'Eline auquel je pense participer, même si j'ai pas encore fait de pile à lire. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal. Je pense que je vous ai suffisamment parlé pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter ou même à vous abonner puisque je vois bien que le nombre de vues est à peu près similaire à l'ancienne chaîne, mais le nombre d'abonnés n'arrive pas vraiment à décoller. Alors, peut-être que les gens n'ont plus envie de s'abonner à ma chaîne, c'est possible, ils viennent quand ils en ont envie. Mais peut-être que c'est simplement un oubli de votre part parce que vous passez par ma chaîne Instagram, enfin par mon compte Instagram, et du coup vous n'avez pas forcément capté que c'est une nouvelle chaîne. Donc bref, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît. Et puis de toute façon, on se redit à très vite. De mon côté, je vous souhaite de prendre plaisir à lire.